Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03. Nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi. Et là, nous sommes donc jeudi. Voilà, c'est le dernier soir de la semaine. Vous allez me manquer. Alors oui, ce soir, je suis très maquillée, très préparée pour nos auditeurs qui nous regardent sur le compte Instagram ou sur le compte YouTube de Sud Radio qui compte plus d'1 200 000 abonnés, je tiens à le dire. Plus grosse radio de France sur YouTube. Je le répète tout le temps, mais c'est une vraie fierté, moi qui suis influenceuse. Et ce soir, on va présenter une émission, donc comme tous les soirs, qui casse les codes. Notre concept, il est très simple. C'est qu'on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais, deux styles différents, on va dire les influenceurs, qui arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions d'abonnés, qui débattent en face des politiques, qui eux arrivent un peu moins à fédérer de gens. Voilà. Mais ce soir, je suis accompagnée de mon cher Mathias. Comment ça va, Magali? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors, et toi? 1 200 000, c'est en brut, Ouais. parce que sinon c'est 1 20 000 en net. Ils ont 1 20 000 Alors abonnés. moi, je rajoute la TVA. Ah, bah t'as Tu raison. vois, pour moi, il y a toujours 20% de TVA. On est en France, excusez-moi, il y a de la TVA, donc voilà. C'est vrai que ce soir, t'es toute make-up. Oui, toute, ce soir, je vais à une grande soirée. C'est pas un date? Alors, t'es très drôle. Bah, vu que Stéphane, il est pas là, Stéphane Teboul, ton mari. N'importe quoi, mais il rentre. Ah, il rentre, mince, Ouais. malheureusement. Non, il n'y a pas de date ce soir. Je suis à une soirée, un événement, voilà, avec Adriana Carambeu d'ailleurs. Trop bien. Le petit jeu Vas-y. de Noël, Magali, ce soir, c'est le sapin de Sud Le Radio. sapin de Noël, Sud Radio. Et c'est la liste des promesses tenues par Emmanuel Macron pendant son mandat. Ça veut dire une liste vierge. Non, c'est un bon Le d'achat. cadeau, une feuille blanche. Voilà, c'est ça. La feuille blanche. C'est un bon d'achat de 200 € sur le site Maison Scarlett. Super sympa. On envoie sapin au 7-20-18. Sapin sans S. Sapin sans S. Au début quand même. Au 7-20-18. Et le tirage au sort en fin d'émission. Alors Avec le gagnant. ce soir, qu'est-ce qui fait parler en ce moment? Parce que nous, je vous explique, tous les soirs, on prend un sujet d'actualité et on le vulgarise. Ouais, c'est pas très simple, c'est pas très compliqué, pardon. On en parle d'une manière la plus simple possible pour permettre aux gens qui nous suivent, nous influenceurs, et qui sont des fois détachés de la politique, comme beaucoup de Français malheureusement, parce qu'ils ne comprennent rien. Et on fait venir justement des gens qui sont déconnectés, comme Valentin. Ce soir, on reçoit Varuekos, notre influenceur Bonsoir. préféré. Alors, influenceur qui, lui, a été blogueur spécialiste dans la télévision. Ouais, c'est Voilà, ça. Valentin, il passait ses journées à regarder la télévision et le soir, il balançait des infos. Ouais. Surtout pendant le confinement, du coup, je m'ennuyais, donc Oui. je regardais la télé. Donc toi, tu étais sur toutes les chaînes, hein, tu regardais Ouais, quasiment toutes les chaînes. Ouais. Et ce soir, tu vas débattre, Valentin, avec Charles Aloncle, qui est député UDR de l'Hérault. Bonsoir, monsieur le député. Merci de votre invitation, je suis ravi d'être Merci là. à vous. Alors, vous êtes en pleine commission d'enquête en ce moment. Donc déjà, merci de nous donner votre temps qui doit être bien précieux actuellement. Vous êtes en commission d'enquête sur France Télévisions. Sur l'audiovisuel public, donc France Télévisions est l'entreprise principale. Il y a aussi Radio France, il y a aussi l'INA, Arte, France Média Monde. Mais vous avez raison, France Télévisions, c'est 70% de nos contributions à l'audiovisuel public. Donc on va passer beaucoup de temps Ouais. sur France Télévisions. Oui, on est principalement là-dessus. Enfin, moi, c'est ce que je vois passer Oui, à la télé. principalement, vous avez raison. Pour les gens, on va dire, qui regardent un petit peu ça de loin, on a l'impression que c'est vraiment une commission d'enquête sur France 2. Sur France Télévisions, parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes, un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui fait état de très graves dysfonctionnements financiers. L'entreprise est au bord de la faillite. Ah bon? Il y a plus de 80 millions d'euros de déficit qui ont été cumulés par Madame Ernotte. La trésorerie est nulle. Donc la situation est plus que préoccupante. Il y a 9000 salariés chez France Télévisions qui se demandent ce que va devenir l'entreprise. Donc c'est aussi pour ça qu'on en parle autant. Mais la semaine prochaine, j'auditionnerai notamment la présidente de Radio France. Donc on parlera aussi un peu plus de France Inter, de D'accord. France Info, de France Culture, voilà, de vos concurrents du service public. Mais c'est important que les nous, députés Nous, on s'y aime tous nos intéressent. concurrents. Nous, on est très amis avec nos concurrents. Alors, ce soir, du coup, la question qu'on se pose, c'est l'audiovisuel public, justement. Pourquoi on paye un service? Puisque finalement, on paye la télévision, c'est ça? C'est dans nos impôts. Hein, on paye France Télé, C'est France même dans Radio. la TVA. Chaque Ah, achat voilà. que vous faites au quotidien, en fait, avant, il y a quelques années, vous payez une redevance. Et sur votre fiche d'impôt, vous indiquiez si vous aviez ou non une télévision ou une radio. Donc ceux qui n'avaient ni télévision ni radio ne payaient pas pour l'audiovisuel public. Depuis, ça a été supprimé. L'ensemble des Français qui le payent ou non des impôts
paye pour l'audiovisuel public dès lors que vous payez de la TVA. Vous allez acheter une baguette de pain, vous payez pour les salaires des humoristes de France Inter, le salaire de Léa Salamé, le salaire de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. C'est aussi pour ça que ça concerne tout le monde. C'est 4 milliards, mais chaque Français paye pour l'audiovisuel public. Faut boycotter les boulangeries, quoi. Hein? Faut boycotter les boulangeries, quoi. Ah bah c'est un truc de fou. Tu savais toi que tu payais la télé dans la TVA? Ah non, pas du tout. Les pains au chocolat, chocolatine, etc. Tu savais, Valentin, toi? Non, je savais pas du tout. Non, mais c'est fou d'apprendre ça. Du coup, maintenant, quand je vais aller au supermarché, je vais acheter une baguette de pain à la boulangerie pour et je vais me dire, de Léa Salamé. je vais me dire, putain, je suis en train de payer le salaire de Léa Salamé. Et l'équivalent, pour vous dire, c'est chaque foyer français paye 100 € par an pour l'audiovisuel public. Ah oui, c'est l'équivalent. C'est un abonnement forcé, en fait. Certains sont abonnés à Netflix, Prime. Bon, bah, vous êtes abonné à France TV, à Radio France pour 100 € par an, mais sauf que c'est un abonnement forcé. Vous ne pouvez pas vous désabonner. Donc je pense que c'est aussi important que les Français soient conscients de ça. Donc c'est un peu de la concurrence déloyale par rapport à M6 et à toutes ces autres chaînes. Alors, quelque part, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est un financement imposé. C'est le principe d'ailleurs des impôts qu'on vote à l'Assemblée nationale. Moi, je fais partie d'un groupe qui a qu'une envie, c'est qu'on réduise les impôts et les taxes auprès des Français. Donc, je pense que il y a nombre d'impôts qui ne sont pas légitimes. Et le but de cette commission d'enquête sur les prochaines semaines, c'est de voir si ce montant, ces 4 milliards, ces 100 € demandés à chaque foyer par an, est légitime. Est-ce qu'on pourrait pas le réduire? Et si oui, quelles sont les pistes d'optimisation à faire? Alors, pour faire une petite présentation de vous deux avant notre petite première pause où vous me manquez tous déjà. Valentin, donc, qui est notre influenceur chouchou, qui est donc spécialisé dans le blogging. Ça se dit le blogging? Bah, tout se dit, hein, tu sais, le blogging, oui. Le blogging, voilà. Blogueur. Ouais, blogueur, quoi. Tu journaliste. Peux nous... Je sais pas. Journaliste 2.0. Ouais, voilà. Tu peux nous rappeler ton nombre de followers? 500 000 sur TikTok et 200 000 sur Insta. Donc 700 000 abonnés en tout. Ouais. Et toi, tu as été donc longtemps spécialisé dans la télé. C'est quelque chose qui te passionne, la télévision? Ouais, j'ai fait pendant 4 ans. J'ai kiffé. Après, j'ai arrêté parce que je regarde plus tellement la télé. Je regardais surtout pendant le confinement. Maintenant, je regarde surtout en replay sur mon smartphone, pardon. Et pourquoi tu rigoles? C'était drôle de justifier le smartphone. Et du coup, ouais, je regarde, j'adore moi la télévision. J'adore les émissions, surtout les émissions de télé-réalité. Et ce soir, ça me fait kiffer. Il n'y a pas d'émission de télé-réalité sur France Télé? Non, il n'y en a pas. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que sur France 2, il y a 7 jeux par jour. Wow. Donc, est-ce que c'est la mission du service public de proposer 7 jeux par jour, alors que par exemple sur TF1, je regardais, il n'y a qu'un seul jeu par jour, c'est les 12 coups de midi. Et ils récupèrent de l'argent en plus dessus. Ah oui, évidemment. Mais est-ce que c'est la mission du service public qu'on paye pour des jeux, alors que des chaînes privées commerciales pourraient aussi proposer des jeux? Est-ce que le rôle de l'audiovisuel public, c'est pas de proposer des émissions à vocation culturelle, de valorisation du patrimoine, même des jeux un peu de culture générale ou d'information? Est-ce que payer pour des jeux... complément d'enquête. Ouais, par exemple, l'investigation, c'est au cœur de la mission du service public. Mais d'avoir 7 jeux sur France 2 chaque jour, honnêtement, ça s'interroge. 7 jeux qui, d'ailleurs, sont produits quasiment exclusivement par Nagui. Et Nagui, je pense, est peut-être la personne qui, sur les 10 dernières années, s'est le plus enrichi sur l'argent public, sur nos impôts, très loin devant. C'est le groupe Banijé, Nagui, quand même. Oui, mais Nagui... Non, mais ça veut dire que c'est pas ses sociétés à lui, c'est les sociétés aujourd'hui qui appartiennent au groupe Banijé, qui est le plus grand producteur au monde. Ah, mais je vous confirme que... Les anciens associés. Je vous embrasse, Banijé. Mais je vous confirme que Nagui, sur les 7 jeux qui sont diffusés sur France 2 chaque jour, en produit 4 lui-même avec ses propres sociétés. Et après, c'est un succès, Nagui, quand même. Hein. C'est quand même un carton. Et c'est un succès, mais... On va pas lui reprocher de cartonner sur France Télévisions. Non, mais est-ce que vous savez, Magali, le montant, par exemple, sur les 10 dernières années que Nagui a empoché sur notre argent public, sur nos impôts et nos taxes? Parfait. Alors justement, je voulais savoir combien Nagui a empoché sur nos impôts. Je veux savoir combien est le salaire de la patronne de France Télévisions. Nous, on veut parler d'oseille ce soir. Alors restez avec nous sur Sud Radio. On va revenir avec des sommes. Vous allez tomber par terre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct. Alors ce soir pour une émission très sympathique où on parle de l'audiovisuel public, voilà, France Télévisions, France Info, toutes ces chaînes, ces radios qui appartiennent au service public, c'est-à-dire que c'est nous qui les payons dans nos impôts. On reçoit ce soir monsieur le député UDR de l'Hérault, Charles Aloncle, qui est en train de mener une commission d'enquête justement sur ce service public.
qui va débattre avec Varro Ecos, notre blogueur préféré, qui lui a commenté les émissions de télévision pendant des années et qui parle à toute cette jeunesse aujourd'hui qui regarde la télé et tous ces gens qui regardent les divertissements et qui est suivi par quasiment 700 000 abonnés. Donc, Charles Aloncle, vous avez 32 ans. Je vous fais une petite présentation quand même, un peu beau gosse. Ça. 32 ans, vous vous imposez comme l'une des figures montantes de la droite réunie à l'Assemblée nationale. Alors la droite réunie, c'est Ciotti, c'est ça ? C'est l'UDR, l'Union des droites pour la République, ouais, c'est le groupe d'Éric Ciotti. C'est les anciens LR qui ont fait alliance avec Jordan Bardella, effectivement. Et moi je l'embrasse, Éric Ciotti, j'ai tourné avec lui. Bon, en soi, j'ai tourné avec tous les partis politiques. C'est vrai, à Nice. Tourner des vidéos pour promotionnelles. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai tourné avec tous les partis politiques et je les ai tous kiffés. Mais Éric Ciotti, c'est le Sud, donc je le kiffe encore plus parce que moi, je viens du Sud. C'est le meilleur. Voilà, donc vous êtes député de l'Hérault. Vous portez une vision exigeante du service public que vous estimez devoir être exemplaire en matière de transparence, de gestion et de neutralité. Votre ton direct et votre volonté de contrôle démocratique vous ont conduit à devenir rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, où vous examinez de près le fonctionnement, le financement et l'impartialité de France Télévisions afin d'en proposer une réforme plus rigoureuse. Est-ce que ma présentation vous convient, monsieur le député ? Elle est parfaite. Parfait. Vous reviendrez ? Et je reviendrai, je suis très bien accueilli, donc aucune raison de ne pas revenir. Alors, avant de parler de la commission d'enquête, je voudrais vous parler un peu de votre engagement politique. J'ai lu que vous avez commencé avec la jeunesse UMP avec Nicolas Sarkozy. Vous pensez quoi de l'épisode Prison et le livre qui vient de sortir ? Bon, c'est loin de la commission d'enquête. Effectivement, j'étais président des jeunes avec Nicolas Sarkozy. Ce que je voudrais dire de lui, et je vais pas être très long, c'est que c'est lui qui m'a vraiment donné envie de m'engager en politique. Je pense que on ne trouve pas d'animal politique plus impressionnant sur les dernières années que Nicolas Sarkozy. C'est lui qui m'a donné ce goût à cette chose publique, c'est lui qui m'a initié, qui m'a intéressé à la politique. Je pense que si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'ai été hypnotisé par ses meetings, par ses débats, par sa force de persuasion alors que j'étais à peine au collège et au lycée dans ses premières campagnes. Donc je lui dois mon engagement, il m'a fait confiance, j'ai été son président des jeunes. Ce qui lui est arrivé, moi je trouve ça plus que regrettable, même parfaitement déshonorant, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que il n'a pas été condamné en appel. En fait, il a fait une vingtaine de jours de prison, il a dormi en prison, alors que pourtant toutes les voies de recours n'avaient pas été épuisées, et que vous savez, en France, quand vous êtes condamné en première instance, vous pouvez faire appel pour ensuite avoir un jugement en cour d'appel, et vous recouvrez votre innocence. Bon, il y a une petite disposition qui s'appelle l'exécution provisoire, dont les juges et les magistrats aujourd'hui abusent, qui permet de vous mettre en prison avant même votre jugement en appel, alors que vous êtes innocent. Moi, je trouve ça parfaitement scandaleux et je trouve ça dégradant aussi pour la fonction de président de la République vis-à-vis du monde entier de le mettre en prison, alors que il n'est pas vraiment dangereux pour la société, parce que quand on parle à un criminel par exemple, etc., on comprend qu'ils sont en détention provisoire parce que c'est un danger pour la société. Mais bon, Nicolas Sarkozy, je pense pas qu'il va... Il n'y avait aucun risque de récidive parce qu'il n'était plus président de la République, ni candidat, ni à la tête d'un parti. Il s'est toujours présenté à toutes les convocations pour lesquelles il était convoqué. Ce n'est en rien un risque pour la société. Il n'y a aucun des critères qui justifient une mise en prison. Je me prononce pas sur le fond de l'affaire. Je me prononce pas sur le jugement. C'est pas mon rôle, mais en tout cas j'ai été meurtri de le voir dormir en prison, alors qu'encore une fois il était présumé innocent parce qu'il n'avait pas épuisé les voies de recours, et il sera jugé en appel dans quelques mois. Vous avez acheté son livre ? Non, j'ai pas acheté son livre. Je vous avoue qu'avec cette commission d'enquête, mes nuits sont très occupées, mais une fois que tout ça sera derrière moi, je le lirai avec plaisir. Vous le connaissez personnellement, Nicolas Sarkozy ? Oui, absolument. Il m'a fait confiance pour être président des jeunes, et fut un temps, il y a un peu moins de 10 ans, je passais beaucoup de temps et j'avais l'honneur de le représenter dans nombre de débats et aussi d'animer son mouvement dans toute la France. Bon, grattez-lui un livre alors. Normalement. Au moins ça, dédicacé. Aujourd'hui, la ministre de la Culture est Rachida Dati, une des figures emblématiques de l'UMP, justement, de l'époque. C'est une alliée aujourd'hui dans la possible refonte de France Télévisions pour vous ? Je ne connais pas particulièrement Rachida Dati, je ne connais pas vraiment ses dessins vis-à-vis de l'audiovisuel public. Je veux cultiver la plus grande indépendance vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et je suis à la tête de cette commission d'enquête qui, pour vous le dire, en fait, il y a
31 députés dans cette commission d'enquête qui sont représentatifs de l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas une commission d'enquête de droite, c'est une commission d'enquête de tous les députés. Il y a des députés de la France Insoumise, des députés macronistes, des députés du Rassemblement national. Donc je ne veux pas être lié de près ou de loin à Rachida Dati, au gouvernement, Emmanuel Macron, à qui que ce soit. Je veux mener mes travaux en totale indépendance. Donc on en est qu'aux prémices de cette commission d'enquête, donc je ne veux pas me prononcer sur les avis des uns et des autres, encore moins de ceux du gouvernement aujourd'hui. Alors Valentin, toi qui as un regard un peu plus, qui représente un peu plus la jeunesse, etc. Est-ce que quand on te parle de France 2, il y a une différence dans l'image de France 2 par rapport à TF1 ou M6 ? Ouais, quand même. C'est-à-dire ? Moi, j'adore France 2 déjà parce qu'il y a beaucoup de programmes familiaux. Comme vous le disiez tout à l'heure, bon, il y en a moins sur TF1 et je savais pas d'ailleurs qu'il y en avait que un. Je pensais qu'il y en avait plus de jeux télévisés, ouais. Sur France 2, moi j'aime bien parce que du coup il y a des programmes familiaux et en plus de ça, à partir de 20h, il y a plus de pub. Et je trouve que c'est hyper appréciable pour un téléspectateur de regarder un jeu télévisé ou une série ou un film sans pub. C'est ça que j'aime bien. Alors que sur TF1, par exemple, que j'aime beaucoup aussi la chaîne, on reste pendant, par exemple, Star Academy, ça dure jusqu'à 3h du matin. Et je suis un grand fan de la Star Academy. J'ai les yeux qui tombent, j'ai pas envie de dormir. Mais les pubs, c'est pas appréciable. Pourtant, ils en mettent plein. Vous voyez ce que je veux vous dire pour ça ? Je suis totalement d'accord avec vous. La pub, pour le coup, c'est pas de la faute des chaînes privées. Il y a une loi qui est passée, qui exonère, qui permet aux chaînes publiques et donc à France 2 de ne pas avoir de pub entre 20h et 6h du matin. Donc c'est un avantage comparatif qui est énorme par rapport aux chaînes privées. Idem pour les radios. Quand vous avez une chaîne qui n'a pas de pub, vous allez avoir tendance à rester sur cette chaîne-là et à pas zapper. Le premier motif de zapping quand vous êtes sur une chaîne, c'est quand la pub sort. Donc je suis totalement d'accord avec vous. La loi peut être revue, mais c'est un avantage de l'audiovisuel public, mais qui ne permet pas de dire en tout cas que le programme délivré par la chaîne est plus qualitatif ou pas. Ensuite, sur les programmes, mais bon, je ne veux pas faire les conclusions avant. Moi, ce que je vous disais au tout début, je trouve que sur France 2, par exemple, d'avoir 7 jeux par jour, je ne sais pas. Mais c'est vraiment le sens pour les gens qui regardent. Au moins, on s'embête pas. Mais est-ce que c'est le but, est-ce que c'est l'ADN du service public de faire des jeux avec notre argent, ou est-ce qu'on peut pas considérer que des chaînes privées commerciales comme TF1 et M6 s'en sortiront très bien à faire des jeux? Est-ce qu'on n'attend pas autre chose du service public que par exemple un karaoké juste avant 20h présenté par Nagui, qui est présenté et produit depuis 20 ans? Je crois que n'oubliez pas les paroles, ça fait quasiment 20 ans qu'ils nous le sortent. Alors ça plaît, les gens adorent. Mais est-ce que... Vous l'aimez pas trop Nagui, vous en dites? Mais non, mais c'est pas ça. Il aime pas trop Nagui. Il y a un Nagui, petit problème là. Mais non, j'ai aucun problème avec Nagui. Il bénéficie d'un grand traitement de faveur par France Télévisions. Mais honnêtement, en prenant du recul, est-ce que c'est vraiment la mission de service public de proposer un karaoké aux Français à l'heure où on rassemble plus les Français, les parents, les actifs, les jeunes, les retraités? La mère de Magali, elle est fan de France 2. Alors moi, ma mère, je vais vous dire, elle est fonctionnaire à la base, elle est femme de ménage à la base, elle est toute seule aujourd'hui retraitée dans son appartement, et je vous garantis que les jeux de Nagui, les jeux comme ça la fait vibrer parce que c'est une vraie occupation pour elle, et c'est un moment de kiff, parce elle que se sent pas seule. C'est même pas ça, c'est qu'en fait le fait de jouer comme ça au jeu, elle participe, alors elle joue avec Nagui, elle joue avec les autres, etc. Elle a l'impression effectivement d'exister dans un truc, et elle irait pas sur les documentaires, et ça lui permet de s'évader et de penser à autre chose que les problèmes quotidiens, parce que Dieu sait que les retraités aujourd'hui, ou les gens, ils en ont plein des problèmes. Donc est-ce qu'on peut reprocher finalement à cette chaîne de divertir les Français alors qu'ils ont plein d'emmerdes toute la journée, pardon du terme? Mais Magali, 2 points. Est-ce que, je comprends pour les jeux, mais est-ce qu'avoir 7 jeux par jour, en plus beaucoup sont rediffusés, et il y a beaucoup de téléspectateurs d'ailleurs qui se plaignent du nombre de rediffusions, parce que à mesure que France Télévisions coûte de plus en plus cher aux Français, à mesure que la présidence de France Télévisions creuse le déficit, il rogne sur les programmes, donc il propose de plus en plus de rediffusions. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui s'en plaignent, et je comprends sur les divertissements, mais en fait ces divertissements et ces jeux, on peut en trouver sur TF1, on peut en trouver sur M6, qu'on en trouve sur France 2, j'en conviens totalement. Mais de là à avoir 7 jeux chaque jour sur France 2... Il y a des problèmes un peu plus graves en France, on s'en fout qu'il y ait 7 jeux sur France 2. Je suis d'accord, mais c'est l'utilisation de l'argent public. Ils proposent beaucoup de programmes au moins.
Mais Oui. il propose essentiellement des jeux. Oui, mais ça peut en devenir une habitude Alors- pour les gens. Oui, mais monsieur le député, le juge Yannick. de paix, pour moi, c'est les audiences. Les audiences parlent tous les jours. Nagui Vous avez raison. se porte bien. Moi, je vais prendre l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle donc, on est tous non, mais avec ma la mère, grand-mère. la grand-mère. Non, mais ma grand-mère, c'est Cyril Ferraud par-ci, France Cyril Télévisions, Ferraud les par-là. pauvres. Elle adore. Et Cyril Ferraud anime que des jeux pratiquement, majoritairement sur France Télévisions. Je suis désolé, mais quand les audiences fonctionnent, pourquoi on va changer une recette qui marche pour le service public? Le juge de paix, c'est l'audience en télé. Je vous donne un exemple. On va comparer France Télévisions et TF1. France Télévisions fait à peu près 27%, 28% d'audience. TF1 en fait 25-26%. Vous voyez, la différence est pas grande. Et pourtant, quand on compare les deux groupes, France Télévisions a plus de 2 fois plus, 3 fois plus de salariés. France Télévisions a un coût de grille 120% supérieur à TF1. Et France Télévisions, sur les 6 premières chaînes, bénéficie de 4 chaînes, alors que TF1 n'en a qu'une. Donc, voyez, sur l'audience, il n'y a que 2 points de différence. Ça coûte 3 fois, 120% plus cher, il y a 3 fois plus d'employés, et en plus de ça, ils ont un avantage compétitif que vous rappeliez, de ne pas avoir de pub entre 20h et 6h du matin, et d'avoir un nombre de salariés et 4 chaînes sur les 6 premières. Donc sur l'audience, je suis d'accord avec vous, ça doit être le baromètre, l'audience, mais je ne crois pas que la faible différence entre le groupe TF1 et le groupe France Télévisions, en dépit des moyens considérables publics d'impôts qu'on verse à France Télévisions, soit une preuve de la force de frappe Si de je peux France me Télévisions. permettre, France Télévisions appartient à l'État. Du coup. Oui, absolument. Ok, mais on va pas se mentir. J'entends ce que vous dites par rapport à TF1 et les dépenses de TF1, qui est un groupe privé, par rapport aux dépenses de France Télévisions, qui est l'État. D'accord. Mais aujourd'hui, au vu de la gestion de la France et à la gestion financière de l'État, en fait, ils s'en foutent. C'est pas leur argent, c'est l'argent des gens. Et c'est tout le problème. Voilà, donc, c'est non, tout mais le problème. c'est-à-dire que TF1 est géré comme une Pas tout dit. entreprise normale. TF1, c'est un entrepreneur, on se sait, mais un gros groupe qui gère pour faire des bénéfices, pour payer les employés. Eux, ils s'en foutent parce que même s'ils ont 80 millions de dettes, vous dites, c'est ça? De déficit, De exactement. déficit, moi, je vous encourage à trouver une entreprise en France avec 80 millions d'euros de déficit qui existe encore. Et je vais même Elle est vous en dire. liquidation dans la seconde. Et je vais même vous Donc, dire quelque chose. Je vais même vous dire quelque chose. Dans cette commission d'enquête, j'ai auditionné la présidente de France Télévisions hier. Et on a appris, alors qu'elle a mis 81 millions d'euros de déficit, alors que la trésorerie, elle a plongé négatif, c'est moins 4 millions d'euros, alors qu'elle fait peser un risque de faillite, parce que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, et dans le code de commerce, vous risquez la faillite et la dissolution. En dépit de ces résultats catastrophiques, hier, lors de cette audition, j'ai appris que Madame Ernotte percevrait un variable sur performance, une prime de performance. Alors, il faudra m'expliquer de quelle performance elle peut se prévaloir pour bénéficier de ces primes, mais elle pourra toucher cette année 78 000 euros de primes annuelles, alors que les résultats sont catastrophiques. Donc vous voyez, avec l'État, avec notre argent public, plus vous cramez la caisse, plus vous êtes récompensé, ce qui serait inconcevable dans n'importe quelle entreprise privée. Et c'est ce que je suis aussi venu dénoncer dans le cadre de cette commission d'enquête. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On va demander à monsieur le député Charles Aloncle, qui est en charge de la commission d'enquête sur France Télévisions et sur l'audiovisuel public, combien gagne Madame Ernotte en sous. On veut savoir. Voilà, je veux savoir combien de sous. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, où on reçoit ce soir Varuekos, notre influenceur chouchou, notre blogueur spécialisé en télévision, qui est avec nous pour parler du sujet de l'audiovisuel public, pourquoi on paye un service qui ne rassemble plus. Alors est-ce qu'il rassemble plus? Moi je trouve qu'il rassemble encore un peu. Et ce soir, pour commenter ce sujet, on a reçu aussi Charles Aloncle, qui est député UDR de l'Hérault, qui est le député en charge de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors, monsieur le député, on posait une question et après je donnerai la parole à Valentin parce il va... Une question. Voilà. Combien gagne Delphine Ernotte exactement par mois? Et j'ai pu l'apprendre. Elle gagne en fixe
332 000 euros. Bon, je me trompe peut-être par an. Hein. Je me serais présenté, moi, la Non, je me trompe peut-être sur le montant exact, mais c'est entre 320 et 332 000 euros. Et donc, j'ai appris hier qu'elle pourrait bénéficier d'une prime de performance de 78 000 euros cette année, alors que je vous dis, elle a cramé la caisse. Ça monte à 400 000, quoi. Honnêtement, donc ça monte. Ça lui fait 35 000 euros par mois, quoi. Ouais, ça fait 400 000 euros à l'année. Donc, effectivement, c'est ça. Vous faites la division. Vous trouvez ça honteux ? En fait, ce que je trouve honteux, c'est que le salaire moyen chez France Télévisions, c'est 72 000 euros par an. 72 000 euros par an de salaire moyen, c'est les 9%, ça vous situe dans les 9% des Français les mieux rémunérés. Qu'est-ce qui justifie qu'un salarié moyen de France Télévisions soit, par la nature de ses missions, dans les 9% des Français les mieux rémunérés? Après, c'est la big boss de toutes les chaînes, quand même. Non, mais alors ça, c'est le salaire moyen. Je parle pour France Télévisions. Le salaire moyen, c'est 72 000 dans les 9% des Français les mieux rémunérés. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une trentaine de directeurs chez France Télévisions qui gagnent plus que le président de la République. Il y a une trentaine de directeurs chez France Télévisions qui gagnent plus de 200 000 euros par an. Il y a une cinquantaine... Oui, mais ils n'ont pas les avantages, pardon, hein, je me fais un peu l'avocat du diable, enfin pour vous, mais ils n'ont pas les avantages du président de la République non plus. Non mais ils les ont pas, mais qu'il y a une trentaine... Parce que on va pas se mentir, le président de la République aujourd'hui, il gagne 15 000 euros par mois. Entre vous et moi, il y a son logement de fonction, son service de sécurité, sa voiture, il a Brigitte, enfin ça se limite pas à 15 000 euros par mois, c'est-à-dire que vous doutez bien que tous les avantages réunis, il est largement au-dessus, ce qui est normal à mon sens, il n'y a pas de débat là-dessus. Qu'on débatte du salaire du président de la République, est-ce qu'il est assez élevé et tout, on peut en débattre. Mais Magali, est-ce que vous trouvez normal qu'un salarié moyen chez France Télévisions gagne 72 000 euros par an et donc qu'un salarié moyen chez France Télévisions se situe dans les 9% des Français les mieux rémunérés? Est-ce que ça c'est normal? C'est normal à partir du moment où je compare avec les autres chaînes et quand je sais que le président directeur général de TF1, Rodolphe Belmer, lui, il touche 920 000 euros par an en 2025. C'est 3 fois plus que Delphine Ernotte. Ça veut dire que dans le milieu de l'audiovisuel, Delphine Ernotte, elle est 3 fois en dessous des autres. Donc, en vrai, ça me choque pas. Là, vous parlez de Delphine Ernotte, qui en plus a une mission de service public. C'est de l'argent public, c'est des missions au nom du contribuable. Je vais vous faire la comparaison sur le salaire moyen, parce que je pense que c'est pas un cas isolé qui fait foi, c'est vraiment la moyenne. Donc 72 000 euros de salaire moyen chez France Télévisions. Le salaire moyen dans le milieu de la culture en France, public et privé confondu, c'est 46 000 euros. Dans le secteur audiovisuel privé, c'est à peu près 62-63 000 euros. Donc là, on a une mission de service public, l'audiovisuel public, vous êtes 10 000 euros au-dessus du salaire moyen de l'audiovisuel privé et vous êtes plus de 30 000 euros au-dessus du salaire moyen dans le milieu de la culture. Et il y a plein d'autres avantages. Il y a par exemple une cinquantaine de personnes chez France Télévisions qui bénéficient de véhicules, de voitures de fonction ou de véhicules avec chauffeur. Vous avez des avantages par exemple sur le CSE, où le CSE de France Télévisions bénéficie d'un château. Ils ont rénové par exemple une piscine récemment pour un coût d'1 million d'euros. Vous avez Madame Ernotte, lorsqu'elle est allée au Festival de Cannes en 2023, elle s'est fait payer par des fonds privés une suite au Majestic pendant 10 nuits à 1 700 euros à la nuit. Suite de luxe, vue sur mer, je sais pas quoi, on a eu les notes de frais à 1 700 euros à la nuit pour la suite au Majestic. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le sens de la patronne? Si c'est des fonds privés. Mais c'est encore pire. Mais c'est encore pire parce qu'il peut y avoir des soupçons de corruption. Vous imaginez, dans une entreprise privée, vous vous faites payer par un fournisseur un séjour de 10 jours dans une suite au Majestic à Cannes. Mais vous vous faites, je pense, renvoyer dans l'heure parce que vous êtes compromis avec un fournisseur. Même nous, par exemple, moi je suis élu, je suis député. Si on m'offre un cadeau de plus de 150 euros, si on m'invite au restaurant pour plus de 150 euros, je dois le déclarer au déontologue et à la haute autorité de la transparence de la vie publique. François Fillon, il a perdu la présidentielle parce que une personne lui avait offert des costumes à 7 000 euros. Voilà. Bon, Delphine Ernotte... Si tu veux virer des gens, t'invites les députés que t'aimes pas, dis les gars, c'est 300 balles, c'est pour moi. C'est cadeau ce soir. Et là, tu tèches tout le monde. Toi, je t'aime pas, vas-y, prends un costard à 7 000. Et voilà. Et François de Rugy, et dernier exemple, vous vous souvenez peut-être plus de François de Rugy, parce que bon, le charisme n'était pas quand même oui, mais, monsieur incroyable. Le député. Mais juste pour finir, François de Rugy était président de l'Assemblée nationale. Il se fait sortir et il démissionne. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait fait un dîner
chez lui à l'Assemblée nationale avec des homards. La photo avait fuité, il avait dû s'excuser en expliquant que l'argent public qui avait contribué à payer son dîner avec des homards, en fait... Pour Valentin, des homards, c'est pas homard si, homard à chouf, etc. C'est vraiment j'y croyais, le poisson. C'est pour l'info, hein, vraiment. Et voilà, il avait dû démissionner. Donc c'est ce 2 poids 2 mesures. Enfin, vous voyez, moi c'est des montants qui me choquent et je me fais l'écho de millions de Français pour qui je pense, et vos auditeurs aussi, sont choqués par l'utilisation de leur argent public. Et pourquoi c'est choquant? Parce que la France est au bord du précipice, parce qu'on a une dette qui est abyssale, parce que là on est en train de voter des budgets où on demande encore plus d'efforts aux Français. Ils vont payer l'année prochaine encore plus d'impôts et de taxes. C'est les retraités. Je peux vous poser juste une petite question vite fait, pardon. Pardon Valentin, après je te donne ta parole, c'est tout pour toi après. Tout toi. J'ai une question moi, parce que ça me vient comme ça. C'est peut-être ouf ce que je vais dire et peut-être qu'il y a zéro rapport, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, d'un point de vue extérieur, qu'il y a une petite guéguerre entre les chaînes qui sont un petit peu suspectées d'être de droite, comme CNews, etc. Et on a les chaînes comme France Télévisions qui sont suspectées d'être un peu plus de gauche. Jusque-là, on est d'accord. Vous avez Delphine Arnott et toute la chaîne donc de France Télévisions qui a un petit peu attaqué il n'y a pas longtemps les chaînes de droite, ça je dis vrai. Absolument. Et aujourd'hui, vous, députés de droite, créez une commission d'enquête sur une chaîne qui est un peu de gauche. Est-ce que finalement votre guéguerre là, elle n'est pas politique finalement? En fait, l'audiovisuel, notamment l'audiovisuel public, doit respecter des principes qui sont inscrits dans la loi. C'est le principe de neutralité. C'est honnêteté, indépendance, pluralisme. C'est un principe de neutralité absolue. Quand vous êtes dépositaire encore plus d'une mission de service public, comme l'est Madame Ernotte, comme le sont Patrick Cohen, Thomas Legrand, Léa Salamé et l'ensemble des journalistes de service public, vous devez être irréprochable sur l'éthique, sur la neutralité, sur le pluralisme. C'est dans la loi. Bon, et on constate, je pense que je ne suis pas le seul à le constater, qu'il y a eu énormément d'entorses à ce principe de neutralité. Je vais vous citer un exemple, mais c'est le cas de Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui ont été surpris il y a quelques mois à peine, dans un café à Paris, en train de deviser avec des cadres du Parti Socialiste, pour dire, avec Patrick Cohen, on va s'occuper de la candidature de Rachida Dati. En gros, on va s'occuper de faire campagne contre Rachida Dati avec nos moyens. Mais c'est exactement ce que je vous dis. Là, vous êtes en train de me faire une réponse politique. Vous me tournez autour du pot. Ma question, c'est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, votre commission d'enquête que vous menez aujourd'hui, vous, en tant que personnalité politique de droite, n'est pas aussi un contre-coup pour rendre le coup de ce qui s'est passé, par exemple, avec C8, avec les attaques de France Télé sur les chaînes qui sont suspectées de droite? Est-ce que tout ça, c'est pas justement un petit conflit politique? Parce que nous, les gens au milieu, en fait, qui sont... on a juste envie de regarder la télé et kiffer, en fait. Et puis à gauche, à un moment donné, on nous ferme C8. Après, finalement, il y a France Télévisions, il y a une commission d'enquête. En fait, les gens, ils veulent juste regarder la télé, quoi. Et on se retrouve dans on a l'impression au milieu d'une guéguerre politique. Donc, est-ce que oui ou non, vous auriez lancé la même commission d'enquête si France Télévisions était suspectée de droite? En fait, d'être de droite, pardon. Je ne suis engagé dans aucun combat médiatique ou politique. J'ai jamais rencontré Vincent Bolloré. Depuis que je suis élu, ça fait 1 an et demi, je suis même porte-parole de l'UDR. J'ai été invité qu'une seule fois, jusqu'avant la commission d'enquête, une seule fois sur, par exemple, Europe 1, CNews et C8. Une seule fois en 1 an et demi, je suis porte-parole. Donc personne ne peut m'accuser de connivence avec Vincent Bolloré, avec le groupe C8 et CNews. Si je mène cette commission, il faut qu'il n'y ait pas de gabegie, pas de dépenses comme les dépenses à Cannes du Majestic où on va aller dépenser des sommes folles. Et 2, pour que les principes de neutralité et de pluralisme soient respectés. S'il n'y avait aucune suspicion autour de la bonne utilisation de l'argent public et autour du respect de la neutralité, cette commission d'enquête n'aurait pas de légitimité. Donc voilà, donc il n'y a pas de combat politique, il n'y a pas de combat médiatique, simplement donner une bonne vision aux Français sur l'utilisation de leur argent public et veiller à ce que chaque euro prélevé auprès des Français soit bien utilisé et dans le respect de la loi. C'est tout mon combat. Vous avez été envoyé par vos copains de droite, parce que justement vous avez été celui qui a été le moins invité. Vous pensez qu'il y a une stratégie parce que j'ai pas été... Avec la politique, Nous, on pense rien, on pose juste des questions. Ouais. Non, mais vous faites bien. Non, mais vraiment, je suis engagé dans une question. Parce qu'on parle de la commission d'enquête, du coup. Mais en réalité, elle va mener à quoi, cette commission d'enquête? Ça veut dire que, genre... par exemple, on n'aura plus nos programmes favoris et tout sur France... Je te rassure, France 2 ne pourra pas disparaître comme C8. Non, mais moi, c'est pour ma grand-mère, ça m'embête, tu vois. C'est même pas pour moi, c'est pour ma grand-mère. Elle adore France 3 et France 2. Donc, ça va mener à quoi, vraiment? Ça va mener à un certain nombre de recommandations. Donc en fait, pour vous donner la chronologie, il y a encore 10 ou 11 semaines d'audition. Les prochaines auditions, ça va être qui? Ça va être Léa Salamé. Combien de semaines?
Ouais, 10 semaines encore. Ah oui, quand même. Là, on en est qu'au début, ça fait 3 semaines qu'elle a commencé. D'accord. Mais j'ai déjà l'air crevé et honnêtement, c'est. Voilà, donc je sais combien pas à de quoi jours je vais ressembler dans 10 par semaines. semaine, la commission? C'est 3 jours. On fait des auditions généralement tous les mardis après-midi, mercredi après-midi et toute la journée du jeudi. Donc là, vous voyez vraiment, là, j'ai enchaîné 3 auditions. Et en plus, à chaque fois, ça se prépare, mais c'est parfait. Vous avez auditionné qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai auditionné les directeurs des écoles de journalisme ce matin. C'était hyper intéressant parce que vous savez que dans les écoles de journalisme, généralement, lors de chaque élection présidentielle, il y a des sondages qui sont faits et à chaque fois, à 98%, les étudiants votent à gauche. Donc moi, l'une des questions que j'avais, c'est pourquoi dans la fabrique de l'opinion, dans les écoles de journalisme, tous les étudiants, en grande majorité, étaient de gauche. Est-ce qu'il y a des biais ? Est-ce que les intervenants qu'on leur propose sont orientés politiquement ? Enfin, et est-ce qu'on peut se prémunir de tout ça ? Est-ce qu'on peut pas essayer de garantir déjà du pluralisme dans les écoles de journalisme pour éviter de subir des entorses à ce principe-là quand ils deviennent journalistes. Bon, voilà, il y avait ça. Et il y avait cet après-midi les anciens présidents de l'Arcom qui sont venus répondre à l'ensemble de mes questions. Mais pour vous répondre, donc là, il y a 10 semaines d'auditions encore qui s'ouvrent. Il y aura des auditions comme Léa Salamé, Élise Lucet, Xavier Niel, Nagui, Mathieu Pilias, voilà, des personnalités qu'on va entendre. Et à la fin, pendant un mois, pendant le mois de mars, je vais rédiger le rapport que je publierai à la fin avec un certain nombre de recommandations. Mes recommandations, ça va probablement être sur les 4 milliards que les Français dépensent en impôts, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux optimiser? Comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour que France 2, qui est en situation de quasi-faillite, redresse la barre? Comment est-ce qu'on peut faire pour que des dirigeants qui, semble-t-il, parfois sont suspectés un peu de corruption avec des sociétés de production, parce qu'il y a des cas de soupçons de corruption, vous avez des dirigeants de France Télévisions qui signent des contrats de production, des grandes émissions du service public pour des boîtes de prod privées qui se font licencier de France Télévisions et qui prennent 400 000 € d'indemnité de licenciement payée par l'argent du contribuable et qui se retrouvent quelques jours après à la tête de ces mêmes sociétés de production pour lesquelles ils ont signé des contrats. Donc ça, en d'autres termes, légalement et pénalement, ça s'appelle de la prise illégale d'intérêt ou des pactes de corruption. Donc c'est des sujets qui sont extrêmement graves. Moi, mon rôle en tant que rapporteur et au nom des Français, c'est de faire toute la lumière sur ce genre de pratiques pour qu'à l'avenir, on arrête de détourner l'argent des Français. Donc mon point, il n'est pas de dire... Pour vous, il y a détournement de fonds chez France Télévisions? Je suspecte et je mets du conditionnel parce que c'est des allégations qui sont graves et j'en ai parfaitement conscience. Donc je mets du conditionnel, je mets tout ce que vous voulez. Sur les premiers cas que j'ai commencé à étudier, sur des pièces que j'ai demandées, sur beaucoup de rendez-vous que j'ai fait avec des gens d'ailleurs en plus qui sont très stressés à l'idée de me répondre parce qu'il y a un système d'omerta, notamment chez France Télévisions. Je suspecte effectivement de la prise illégale d'intérêt, des pactes de corruption avec des grandes sociétés de production qui prennent des centaines de millions d'euros chaque année d'argent public. Oui, et ce sera le sens notamment de cette commission d'enquête, c'est de faire toute la lumière là-dessus. Pauvre Hanouna, il s'est fait virer pendant que ça. Ouais. Mais tellement. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio parle. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda, on ne vit pas dans la même France, il est 20h45, nous sommes en direct. Une émission très très intéressante, on apprend beaucoup de choses grâce à notre député chouchou de ce soir, Charles Aloncle, député de l'UDR de l'Hérault, et notre blogueur chouchou Varoïkos. C'est qui le chouchou alors? C'est tous les deux, vous êtes... Tous les soirs, là, c'est tous les deux, voilà, vous êtes des chouchous. En tout cas, on comprend bien ce soir ce qui se passe. Ouais, Ouais, en tout même cas, moi, on j'arrive apprend plein de vraiment à choses. bien apprendre et tout. C'est En vrai fait, comment on dit? Hypnotise. Ouais. Tu Attends, m'hypnotises. tu vas loin là par contre. Vraiment. Alors là, on part sur un autre En fait, sujet là. non, Ça finit en date. tu parles bien et tout. Genre, c'est trop bien. Bah, merci beaucoup. Tu parles bien. J'adore. C'est vrai que toi, Valentin, t'avais peur de cette commission, tu Ouais. disais. En fait, Valentin, il avait l'angoisse de faire ce débat parce qu'il avait peur de ne pas comprendre Ouais. vos propos. Et c'est vrai que c'est souvent le problème de nos jeunes et de certaines personnes qui ne comprennent rien à ce que racontent les politiques. Du coup, se sentent pas à la hauteur et ne s'y intéressent pas. Parce que des fois, vous dites des mots compliqués.
C'est compliqué. Ouais, non mais c'est vrai. Et je trouve que là, non mais c'est vrai. Je trouve que. Mais pourquoi vous dites tout le temps des mots compliqués? Pourquoi vous facilitez pas la chose? Mais c'est un vrai. Moi, je me suis engagé. Moi, j'ai pas beaucoup d'heures de vol en politique. Moi, je suis en politique depuis 1 an et demi. Ah, c'est tout? Ouais, j'étais entrepreneur avant. Donc, je viens pas du tout de ce milieu-là. Je suis pas du tout du sérail et j'essaye de. Mais bon, peut-être que le temps rattrapera. Qu'est-ce que c'est le sérail? Le sérail, sérail, je parle comme un politique du milieu. Non, mais je suis pas un politique de profession. Vous en sortez bien. J'ai fait d'autres choses dans le privé avant et j'essaye vraiment de pas adopter les codes et notamment cette espèce de flou, en tout cas d'opacité que peuvent avoir certains politiques dans leurs propos. J'essaye, mais c'est pas évident. Pour reprendre la question de Valentin, qui était une super bonne question, parce que finalement c'est pareil, on n'a pas attendu de réponse. Qu'est-ce que c'est votre objectif? Parce que vous dites que vous allez faire un rapport, donc ça j'entends, il y aura un rapport. Mais une fois ce rapport fait, c'est quand même des semaines de travail que vous êtes en train de faire. Est-ce que sur votre rapport, votre but c'est de dénoncer des possibles détournements de fonds et faire enfermer certaines personnes, notamment Delphine Ernotte, de ce que vous me dites, hein, ou est-ce que votre objectif c'est de faire des recommandations pour que ça se passe mieux? Est-ce qu'ils sont obligés de vous écouter? C'est ça que tu posais comme question, Valentin. Exactement. J'ai pas eu d'ailleurs beaucoup de réponses. Alors vous parlez bien, vous êtes beau, vous êtes... Mais j'ai pas eu la réponse à ma question. Non mais alors, réponse très concrète. Oui, bon, je parle franchement, je suis désolé. L'objectif de la commission, c'est mettre fin à des pratiques scandaleuses, des pratiques de détournement de fonds, des pratiques d'entorse à ces principes de neutralité, de pluralisme. C'est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est de faire des recommandations sur comment mieux dépenser l'argent des Français, comment mieux dépenser les impôts des Français. Voilà, c'est un peu et troisième objectif, dernier objectif, c'est de faire toute la transparence sur le fonctionnement de ces chaînes, les contrats de production. Et sur les programmes du coup. Et sur les programmes aussi, d'émettre des recommandations. Alors, quoi comme recommandations? Je peux pas me prononcer parce qu'on n'est pas à la fin de la commission d'enquête. Mais il reste 11 semaines, c'est beaucoup. Mais non, mais pour vous dire, par exemple, j'ai beaucoup de téléspectateurs, de Français qui me contactent en me disant ça fait des années qu'on voit de plus en plus de rediffusions sur les chaînes de France Télévisions. Mais pas que sur France Télévisions. Hein. Alors non, mais sur d'autres chaînes aussi. Mais sur France 5, au cours de la journée, 80% des programmes sur France 5 sont des programmes de rediffusion. Et qui regarde France 5 aujourd'hui? Oui. Il y a quoi comme émission sur France 5? C'est à vous, c'est dans l'air, ah non, bien, c'est ce soir. Ah non, c'est excellent. C'est canon. Ah ben c'est bien. Moi, je suis d'accord, c'est dans la merde. Tu dis quoi? Bientôt, c'est dans la merde. C'est bientôt? C'est dans la merde. Ah ok. Non, c'est à vous, c'est canon comme émission. J'adore. Je dis pas le contraire, je dis simplement qu'il y a 80% de la grille de France 5 qui est de la rediffusion. Sur France 2 par exemple, en deuxième partie de soirée, il n'y a plus aucun format inédit. Mais France 3 c'est bien, c'est des informations locales sur les régions, surtout on apprend des choses. Moi ma grand-mère elle adore France 3. Vraiment quand je vais chez elle, elle regarde toujours France 3, je sais pas pourquoi, mais on apprend plein de choses. Donc c'est de l'information, c'est top, c'est pas des rediffusions vu que là c'est de l'info. Mais sur France 2, oui, il y a des rediffusions et je suis d'accord, mais comme sur plein d'autres chaînes. Après, vu le public de France 3, je pense pas qu'il se rappelle que ce soit des rediffs. C'est horrible. Ouais, c'est vrai, vraiment ça, le c'est pire. pas. Ah, elle est très très bonne. Non, elle est nulle. Non, j'adore. Non, mais effectivement, il faudra faire des recommandations chaîne par chaîne. Mais ce que je vois, parce que depuis que j'ai été nommé, il y a quand même beaucoup de téléspectateurs qui me contactent. Il y a quand même une exaspération sur le nombre de rediffusions, sur certains contenus qui sont quand même de plus en plus pauvres. Et alors que les Français payent toujours plus, les Français entre 2015 et aujourd'hui payent quasiment 150 millions d'euros en plus pour l'audiovisuel public. Et pourtant, on a plus de rediffusion, on a un peu moins de programmes. Donc voilà, c'est aussi faire des recommandations sur est-ce qu'il faut continuer à payer une trentaine de directeurs qui gagnent plus que le président de la République au détriment de certains programmes, ou est-ce qu'il faut mieux réallouer, pardon, je caricature un peu, mais est-ce qu'il faut réallouer autrement les programmes? Est-ce qu'il faut continuer à verser des centaines de millions d'euros à des sociétés de production, ou est-ce qu'il ne faut pas internaliser un peu plus? Et j'ai des gens, par exemple, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais il y a 1 milliard d'euros sur les 2,5 milliards de budget de France Télévisions. Il y a 1 milliard d'euros qui est accordé chaque année aux sociétés de production. Quand j'ai cité ce chiffre, il y a des gens qui m'ont contacté en me disant « Mais nous, on pensait que les salariés de France Télévisions, ils sont 9000, ils produisaient les émissions.
Si France Télévisions mandate des sociétés privées pour produire leurs émissions et leur donne 1 milliard d'euros par an, à quoi servent les employés de France Télévisions? Bon voilà, mais ça c'est aussi l'un des rôles de cette commission d'enquête, c'est de faire toute la transparence sur le rôle de ces salariés et l'utilisation de l'argent public. Yannick. Moi, je voulais vous demander, monsieur le député, vous allez auditionner Léa Salamé. Est-ce que vous allez la questionner sur son rapport avec son mari? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une présentatrice, une journaliste du JT de 20h quand même de France 2, qui est le programme le plus regardé de la chaîne, soit en couple, marié avec monsieur Glucksmann? Je trouve que c'est une immense et très grave rupture déontologique. Je l'auditionnerai, elle viendra à cette commission d'enquête, ça fera partie effectivement des questions que je lui poserai, mais quand vous êtes à la tête du premier journal d'information de France, l'un des premiers européens, c'est absolument incompatible de partager votre vie avec une personnalité politique nationale de premier plan et d'être le transmetteur de l'information la moins biaisée possible auprès de millions de Français. C'est parfaitement incompatible. Vous allez lui dire soit tu quittes Glucksmann ou soit tu quittes France 2, c'est ça? Et il y a eu des précédents. Pourtant, Anne Sinclair. pardon, mais je fais pareil, moi je fais l'avocat pareil, mais je trouve qu'elle s'en sort très bien, Léa Salamé. Elle n'a pas du tout de discours politique sur l'antenne. De gauche, enfin du parti politique. Enfin, je la trouve pas moi si politisée que ça à l'antenne. Je la trouve pas du tout politisée d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a... Je vais vous donner un exemple. Oui, donnez-moi un exemple. Depuis qu'elle est à la tête vous avez entendu parler, j'imagine, de Gabriel Zucman. On n'avait que ce mot Zucman à la bouche lors des débats budgétaires. Il a été invité en une semaine 10 fois sur les chaînes publiques. 10 fois. Gabriel Zucman, c'est qui? C'est un économiste qui a fait le programme économique de Raphaël Glucksmann. C'est l'un des très proches conseillers de Raphaël Glucksmann. Bon, Gabriel Zucman. Vous pensez que c'est en soum-soum, vous? Non mais quand vous êtes Léa Salamé, que vous invitez quasiment l'un des meilleurs amis de votre copain, de votre conjoint, comment est-ce que vous voulez être parfaitement neutre, parfaitement impartial quand vous allez l'interroger? Demain, quand elle interrogera par exemple un concurrent direct de monsieur Glucksmann au Parti Socialiste, l'ennemi intime de Raphaël Glucksmann qui va essayer de lui voler sa place de candidat à la présidentielle, est-ce que vous pensez, alors que vous partagez la vie de Raphaël Glucksmann, que vous allez être hyper objectif dans les questions que vous avez posées? Je ne plaide pas pour mon camp, je ne plaide pas pour la droite, je plaide pour la neutralité et l'objectivité de l'information qu'elle délivre. Et il y a eu des précédents sur le service public. Par exemple, Madame Schoenberg, Béatrice Schoenberg, je me souviens, j'étais tout jeune, elle présentait le journal de 20h de France 2. Quand on a appris qu'elle était en couple avec Jean-Louis Borloo, qui était un ministre, une personnalité politique de premier plan, elle s'est mise en retrait, elle a arrêté de présenter le 20h. Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn, c'était pareil. Pourquoi Madame Salamé, en fait, on lui permettrait de continuer à fabriquer l'information auprès de millions de Français, alors qu'elle-même, dans sa vie intime et dans sa vie tout court, en fait, elle est biaisée. C'est pas de sa faute. Elle a le droit d'avoir une histoire avec Raphaël Glucksmann, mais je pense qu'il y a bien d'autres talents chez France Télévisions qui sont à même de faire cette mission de présenter le 20h. D'ailleurs, son remplaçant, Jean-Baptiste Marteau, fait de bien meilleures audiences que Léa Salamé quand il la remplace. Oula, il n'aime pas Léa Salamé, il n'aime pas Nagui, il aime personne. Ouh là là, monsieur le député, qu'est-ce qui se passe? Pas passé le nouvel an sans ça lui annonce la couleur à la pauvre Léa Salamé. Attention Léa, c'est pas un terrain conquis. Hein. C'est compliqué là. Non mais la pauvre, elle doit se sentir un peu mal à l'aise. Enfin, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous pensez qu'on peut être... Moi franchement, vous pensez la pas qu'elle est un peu biaisée? Moi je vais vous dire quelque chose. Moi sur ce plateau, je fais attention et c'est un vrai exercice pour moi et je vous jure que chaque soir c'est un défi et pour l'instant je trouve que je m'en sors plutôt bien et c'est un plaisir pour moi de découvrir d'autres partis politiques. Moi j'ai mes pensées politiques qui restent chez moi dans mon salon, qui ne regardent personne, mais moi je les connais. Donc quand je reçois tout ce que je déteste, et ben en fait personne le sait que je les déteste parce que j'essaie d'être neutre et j'essaie de, parce que c'est pas le but de l'émission, au contraire j'essaie de les découvrir et j'essaie de mieux les comprendre. Donc par exemple elle peut pas vous voir et ça se voit pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non mais je trouve que c'est aussi peut-être le talent qu'elle peut avoir aujourd'hui et c'est peut-être l'exercice qu'on lui demande et que pour l'instant elle le remplit bien. Enfin je veux dire moi quand je la regarde présenter ses émissions, je la trouve pas particulièrement plus de gauche ou plus de droite. Je la trouve une femme, une animatrice. Voilà. Mais après, vous faites une commission d'enquête, elle va servir justement à voir s'il y a des dysfonctionnements ou pas. C'est vous qui allez nous le dire. Pardon, je finis vite après parce qu'on doit faire la question flash and cash. Mais dans les recommandations que vous allez faire, est-ce qu'ils sont obligés de les appliquer ou pas?
Ça se Il y a trouve, un fait tout ça pour rien, quoi. Non, il y a un certain nombre de... Cette commission d'enquête est très suivie, notamment par les journalistes, notamment par toutes les chaînes. Un rapport d'une commission d'enquête donne lieu à des conclusions qui, très majoritairement, derrière, sont suivies, sont respectées, tâchent d'être appliquées. Je vous dis pas que si, par exemple, demain, j'appelle à la privatisation, si on a Monsieur Macron et Madame Dati qui sont contre la privatisation, on pourra pas la faire. Mais je ne dis pas que je suis pour. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de recommandations légitimes, un peu naturelles de bon sens, qui figureront dans le rapport. J'ai bon espoir que la direction de France Télévisions et de Radio France les lise, les suive et les applique, parce que c'est aussi nous qui votons à la fin d'année les crédits accordés à France Télévisions et à Radio France. Donc c'est aussi la représentation nationale qui permet de continuer à abonder ces chaînes. Et vous trouvez ça juste, la fermeture de C8 ? Non, je trouve ça, alors là, pour le coup, à titre personnel, je trouve ça parfaitement injuste. Je trouve ça parfaitement injuste. Pourquoi ? C'était la chaîne TNT la plus regardée par les Français. Donc en termes d'audience, en termes de consommation, c'était indiscutable. 2, c'est la question que j'ai posée au président de l'Arcom. C8 et CNews ont eu 8 millions d'euros d'amende sur les 15 dernières années. Est-ce que vous savez, alors je l'ai dit à la pause, mais je crois que Magali, vous m'avez pas entendu, est-ce que vous savez sur les 15 dernières années, Je suis dissipée. c'est quoi le montant d'amende imposé par l'Arcom aux chaînes publiques ? Il y a eu 8 millions pour C8 et CNews, vous pensez que l'Arcom a imposé combien d'euros d'amende ? Combien ? 0. Il n'y a pas eu 1 centime d'euro. Donc vous avez Ils vont pas se l'Arcom. taxer eux-mêmes, hein, finalement. Mais non, mais d'accord. Mais, Non, mais c'est vrai. mais sauf que c'est un moyen, Oui. bien, d'imposer à ces chaînes-là de respecter les principes de pluralité. Donc tout ça pour dire qu'il y a un 2 poids 2 mesures, notamment avec C8 et la fermeture de C8 que j'ai trouvé On rend les parfaitement 8 scandaleux. millions à C8. Allez, Mathias, le gagnant. Ouais, alors c'est Le Angèle sapin de Noël Castello Sud Radio. qui gagne les 200 euros pour le site Maison Scarlett, et le député gagne un magnifique dîner avec Léa Salamé demain soir. Alors, merci à tous. Merci, monsieur le député. Merci, Charles Aloncle, pour être venu en toute sincérité, toute franchise, sans tabou. Nous avez très bien expliqué les choses. On a compris beaucoup plein de de choses. Varo Ouais, Ecos, je vais ressortir moins bête. merci. Alors, Varo Ecos vous invite pour une date, un dîner. Non, On j'ai rigole. rien dit. J'ai rien dit. hein. Merci beaucoup. Je suis marié. Valentin, il a adoré cette émission. Alors, nous, on se retrouve lundi à 20h sur Sud Radio. Et tout de suite, vous retrouvez Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité Gauvin Serres. Je ne sais pas si je le dis bien, veuillez m'excuser. L'auteur, compositeur, interprète français. À lundi. Et très belle soirée sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons